Bonsoir à tous, je suis Romain Lisée, je suis le directeur général d'Aletheia. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans la prestigieuse salle des actes pour la première rencontre d'Aletheia en partenariat avec l'Institut catholique de Paris. Aletheia est né avec une mission claire, celle de faire vivre l'espérance chrétienne sur Internet, de proposer une information fiable, accessible, et cela marche puisque nous touchons près de 20 millions de lecteurs chaque mois. Or, depuis maintenant quelques semaines, nous avons décidé d'élargir l'offre d'Aletheia et de créer des ponts entre le monde physique et le monde numérique, non pas en opposition, mais dans une collaboration fructueuse. Il y a quelques mois, nous lancions le premier numéro d'Aletheia Magazine, et ce soir, nous inaugurons la première rencontre d'Aletheia, où nous avons la joie et l'honneur, malgré la gravité du propos, de recevoir Dominique Régnier, que je remercie de sa présence. Cette soirée et ces initiatives sont aussi le fruit de toutes les équipes d'Aletheia, que je tiens particulièrement à remercier ce soir, sur le podium, mais aussi derrière, en coulisses. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée entre les mains expertes de notre directeur des rédactions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour cette invitation à discuter ici, à échanger avec vous tous. Je suis très heureux d'avoir la possibilité d'échanger avec vous et de vous écouter, parce que c'est un registre qui est singulier que le vôtre, qui est essentiel au sujet que nous abordons ici ce soir, et qui suppose une expérience que vous avez, outre le savoir que ça implique, une expérience que vous avez et que je n'ai pas. Alors, ce qui me frappe, je vais le dire tout de suite, c'est que ça revient à poser une conclusion en commençant. Donc, on va dire c'est curieux, mais je m'y risque quand même. Je considère que si ce texte est adopté, nous allons avoir la loi la plus radicale dans notre histoire législative républicaine. C'est une rupture absolument fondamentale. Je pense que c'est objectif, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une impression que l'on peut avoir ou ne pas avoir. Il ne serait pas raisonnable, il ne serait pas sérieux même de contester que ce texte, une fois adopté, n'entraînerait pas des ruptures très importantes. Et d'ailleurs, que manifestement, ceux qui soutiennent ce texte ne veulent pas envisager, ne veulent pas aborder, ne veulent pas présenter, peut-être parce qu'ils ignorent certaines conséquences, c'est bien possible, hein, ou parce qu'elles sont particulièrement préoccupantes. Ce qui est important et qui n'a pas été fait dans ce que l'on appelle le débat à ce sujet, moi je considère qu'il n'y a pas eu de vrai débat, pour ma part. Hein, que sur d'autres questions dites sociétales, nous avons eu des discussions générales dans la société, dans les médias publics en particulier, qui donnaient des points de vue différents. Et qu'au fond, on sentait que la société, la population prenait en main la question. Là, ça ne s'est pas passé du tout. Et d'ailleurs, le problème que rencontrent les défenseurs de cette proposition de loi avec le débat s'illustre dans la volonté de précipiter le calendrier, d'aller très très vite, d'en finir avant l'été pour commencer à euthanasier avant la fin du quinquennat. Et je ne connais pas de sujet qui ait bénéficié, si je puis dire, d'un empressement qui, depuis le chef de l'État jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale, en passant maintenant aussi par le gouvernement, puisqu'en réalité il est plutôt favorable, contrairement à ce qu'on pouvait penser, par ses décisions, eh bien on met en fait tous les feux dans la machinerie législative qui pourtant est à la peine pour arriver à un texte historique. Donc voilà, ça c'est un point moi qui me saisit,
Et je considère que dans le pays, il y a une sorte de, peut-être d'étonnement, d'incompréhension, et notamment parce que, vous en parliez à l'instant, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Pour avoir fait une enquête d'opinion auprès de 3000 personnes sur cette proposition de loi, j'ai pu noter, ça ne vous surprendra pas, que beaucoup de nos concitoyens confondent de bonne foi soins palliatifs, aide à mourir. Voilà, ce sont des notions qui sont proches. Que le mot euthanasie n'est pas dans la proposition de loi, qu'il est explicitement, selon Olivier Falorni, qui n'est plus député, qui est maire de La Rochelle maintenant. C'est une autre question qui se pose. Les initiateurs de tels projets qui quittent l'Assemblée nationale avant l'adoption, qui font autre chose, et qui fait qu'en fait le texte ne portera pas leur signature s'il est adopté, c'est un problème. Je connais plusieurs députés qui ainsi ont quitté l'Assemblée après avoir voté pour et sont ailleurs pour faire autre chose, comme si au fond ça n'était plus leur affaire. Et donc nous avons une sorte de mouvement qui a été lancé, mais on ne sait pas par quelle force. Vous l'avez dit, mais je veux quand même le souligner, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022. Il fallait regarder pour le savoir. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a été élu au second tour. Est-ce la raison pour laquelle il n'a pas eu de majorité absolue en juin 2022 ? Je ne crois pas. Enfin, je note quand même qu'il y avait une sorte de message qui lui a été adressé à ce moment-là. Les élections législatives de 2024, qui sont liées à sa décision de dissoudre, sont une défaite totale. C'est une défaite au point que, comme vous le savez, il n'y a pas un seul parti qui a la majorité. Il n'y a même pas une coalition de partis capable de faire majorité. On le sait, et on va le vivre jusqu'en 2027. Ils ne sont d'accord sur rien, même pas sur le budget, qui est pourtant très important pour que la promesse sur les soins palliatifs soit tenue. Donc c'est tout de même une affaire centrale. Et puis tout d'un coup surgit une sorte d'accord, alors minime, entre quelques députés, 299 lors de l'adoption en deuxième lecture, 299 députés, ce qui représente 51,8% des 577 députés. Donc on ne peut pas dire que ce soit une majorité solide pour voter un texte. Et ces députés sont plutôt, je dirais, il y a plusieurs sensibilités, mais c'est quand même très largement... alors il y a une poignée de députés LR, 5 ou 6 ou 7, il y a 17 députés du RN, il y a ensuite des députés, pas tous, mais moitié du MoDem, Horizon, beaucoup plus de Renaissance, quelques-uns du PC, beaucoup du PS, tous les députés LFI, tous les écolos quasiment. Donc c'est une configuration qui est marquée par la gauche, évidemment, mais avec des députés non de gauche, si je puis dire, qui ont aussi participé à l'adoption en première et en deuxième lecture. Mais c'est quelque chose qui est frappant. Ce sont des députés qui, malgré leurs différences partisanes, s'entendent sur ce texte qui est radical, alors même qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur des sujets beaucoup plus ordinaires, je ne dirais pas anodins, mais ordinaires. Donc ça crée un malaise, je trouve, en ce qui concerne notre situation politique. Et je le redis, ni le président qui s'en va en 2027, ni cette Assemblée qui sera dissoute en 2027, dont on ne sait pas combien de députés seront réélus, ni les députés qui, anticipant la défaite, sont déjà partis pour faire autre chose, maire d'une ville ou d'une autre, tous ces gens-là ne seront plus présents pour nous dire « c'est vrai, je suis responsable de cette loi et je dois vous expliquer pourquoi les conséquences sont celles-ci ou celles-là ». Il n'y aura plus personne pour le dire. Donc nous allons nous retrouver avec une loi que la société ne demandait pas, qu'une majorité étrange a réussi à adopter en forçant un calendrier électoral de toutes les façons possibles. Je vous dis par exemple qu'il c'est pas interdit
Mais ce n'est pas bien, du point de vue de la culture républicaine, que la présidente de l'Assemblée participe au vote. Elle participe à tous les votes parce qu'on a tellement peur que ce soit minoritaire qu'elle s'implique personnellement par son vote. Ce sont des éléments qui seraient de nature à vous retenir avec un peu de sagesse et à vous amener à considérer que, décidément, nous allons avoir un résultat très modeste sur un sujet pareil. Il s'agit quand même d'administrer la mort. Autant reculer. Non. Hein. Donc tout ceci, dans ce contexte-là, est très étrange. Et je voudrais ajouter, je ne veux pas être trop long, mais je sais que je peux être long, mais je voudrais ajouter que je suis frappé par le fait que, ça peut vous étonner ce que je vais dire là, mais je le dis avec... pour moi, c'est une certitude. Nous avons un pouvoir particulièrement affaibli, pour ne pas dire d'ailleurs très faible, hein, très faible, hein, qui va donner à la puissance publique un pouvoir qu'elle avait perdu en 1981. Je sais que la peine de mort et l'euthanasie d'une personne, supposons consentante, sont deux choses en partie différentes, mais il demeure en point commun que l'on va rendre à la puissance publique le pouvoir d'administrer la mort, qu'elle avait perdu en 1981, ce qui fait que Robert Badinter est rentré au Panthéon en octobre 2025, quelques mois après que nous ayons adopté en première lecture une loi légalisant l'euthanasie, proposition de loi légalisant l'euthanasie, qui n'est pas encore tout à fait adoptée. Vous voyez ? Donc c'est redonner pleine puissance à l'autorité publique avec, je pense, moi, le geste évidemment le plus éminent qui est de donner la mort, d'administrer la mort, alors que le pouvoir est très faible, n'arrive à décider de rien, peine beaucoup aussi à remplir ses fonctions essentielles. Il y a quelque chose qui me presque qui me déstabilise comme citoyen. Voilà, donc je voulais dire cela quand même parce qu'il faut que nous en prenions conscience. La gravité interne du sujet, c'est en soi déjà une chose, mais la faiblesse de cette assemblée, de ces pouvoirs en fin de course, qui le décident et qui savent qu'ils n'ont plus que quelques semaines pour y arriver, qu'après ça sera sans doute difficile, voire impossible, c'est une drôle de situation et qui aura des conséquences, évidemment, si la loi est adoptée, sur la manière dont nous allons la vivre. Mais juste pour revenir au-delà de la situation politique actuelle, qui paraît inextricable, que le point commun du législateur, en tout cas de tous les parlementaires, c'est de ne pas s'entendre à minima sur la conquête d'une liberté individuelle nouvelle, au-delà de toute la déclinaison et de l'application. C'est la partie qui a biaisé tous les échanges qui ont eu lieu. C'est-à-dire qu'on m'a maintes fois opposé, c'est ma liberté, je choisis ma mort, ça ne vous regarde pas, ça ne vous enlèvera rien. C'est une liberté individuelle qui n'enlève rien à personne. Il y a deux points ici, c'est une affirmation essentielle chez les militants de l'euthanasie. L'aide à mourir, ce sont les soins palliatifs. Donc il faut quand même faire mourir, ce n'est pas tout à fait la même chose que les soins palliatifs. Et du coup, voilà, là c'est une liberté de se voir administrer la mort quand on la réclame. Alors, je dirais que ça n'est pas une liberté qui ne m'enlève rien, à moi comme à vous, hein. C'est une liberté qui, pour se réaliser, va nous amener, nous tous, à consentir à des changements radicaux, qu'on le veuille ou non. Par exemple, excusez du peu, il va falloir changer le code pénal, puisqu'il est interdit de tuer. Il faudra changer le code pénal et introduire une exception. Notre code pénal. Le code pénal, c'est le savoir partagé de notre communauté dont les racines sont si profondes qu'on ne sait pas
jusqu'à quand elle remonte dans les inspirations premières, qui fait qu'on ne tue pas un membre de la communauté. On peut dire que c'est religieux, c'est même antérieur. Il n'y a pas de communauté humaine qui puisse persister sans interdire le meurtre au sein du groupe. C'est évident. C'est évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de meurtre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des guerres, etc. Mais l'interdit est là. C'est un savoir dont nous sommes les héritiers, un savoir profond, d'expérience. Nous allons devoir aménager dans le code pénal une exception, qui sera d'ailleurs aménagée de manière imprécise. Il y aura des procès, il y aura plein d'incertitudes sur ce droit à tuer qu'introduit cette loi s'il est adopté. Il faudra, par exemple, distinguer entre l'incitation au suicide, qui est aujourd'hui interdite, et la publicité faite par la DMD pour accéder à l'euthanasie, qui sera autorisée. Vous voyez, il faudra sanctionner celle ou celui qui ne portera pas secours à une personne en danger, ça c'est sanctionné par le droit pénal, pour ne pas frapper ceux qui laisseront quelqu'un souffrant d'une maladie incurable, voilà, désirant donc mourir, eh bien, de ne pas essayer de l'en dissuader. Là, nous ne serons pas dans le cas où nous ne portons pas assistance à une personne en danger. Ce sont des changements profonds. Le code de la santé publique devra être changé. L'éthique du soin, les éthiques, les mondes éthiques qui entourent, qui portent le monde de la santé au sens large, les pharmaciens, ne nous oublions pas, les pharmaciens n'ont pas le droit de vendre une substance létale. Ça sera ordonné maintenant. Il faudra bien qu'ils acceptent. Alors, on va voir si cette loi est adoptée, s'il y a une clause de conscience qui est permise, etc. On négocie tout ça. Mais enfin, ce sont des changements radicaux, ce sont des ruptures. Il n'y a pas de doute. Et donc, il ne faut pas dire que ça ne nous enlève rien. Nous devons accepter tous ces changements que nous ne voulons pas, que moi je ne veux pas, par exemple. Mais je ne suis pas consulté, je ne suis pas député, je ne suis pas consulté. C'est pour ça que je regrette que les députés ne restent pas quand ils défendent un tel texte. Donc ce sont des changements de ce type. Ne me dites pas que cela m'enlève rien. Cela enlève beaucoup à l'état social qui était le nôtre, sur lequel il y avait consensus. Ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Nous nous en sortions comme nous sommes, voilà, avec des façons de faire dont peut-être nous reparlerons, qui étaient merveilleuses. C'est très difficile tout cela. Un équilibre fragile. Notre société n'était pas divisée à ce sujet. Il n'y avait pas de querelle religieuse, il n'y avait pas de querelle éthique. Tout ceci maintenant est bouleversé. Et puis, le deuxième argument, c'est la liberté. Non, non. Quand on souffre physiquement, psychiquement, au point de vouloir mourir, quand on est vulnérable, dépendant, et que l'on vous propose d'abréger votre existence, ça n'est pas un accord de liberté. C'est incroyable d'associer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où ça se présente comme cela. Je n'ai pas d'autorité pour dire cela. Je veux bien considérer que c'est possible. Je veux bien. Mais ça n'est pas possible. Au Canada, ça a été légalisé en 2016, l'euthanasie. Là, on arrive aux 100 000 euthanasies au Canada. 100 000. J'ai ajouté, si j'ajoute les euthanasies pratiquées depuis 2002 en Belgique et aux Pays-Bas, c'est-à-dire 150 000, un peu plus, je suis à 250 000 depuis que l'euthanasie a été légalisée. Donc, Belgique, Pays-Bas, 2002, Canada, 2016. Enfin, c'est inouï. Au Québec, qui a le record du monde euthanasique, le Québec, 8% des personnes qui meurent euthanasiées. 8%. Si nous appliquons cette proportion à notre pays, on va avoir à peu près 60 000 euthanasies par an. Mais il faut toute une administration, il faut toute une machinerie. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a au Québec et au Canada, puisque vous avez des lits alignés, j'ai souvent cité cet exemple, vous avez des rideaux qui séparent, on apporte les personnes, on euthanasie, on reprend, on change, etc. C'est la ronde des euthanasies. Et vous avez des médecins qui font... Moi, je le fais, ok. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne veux pas ou je ne peux pas.
je vais le faire, mais si on n'est pas nombreux, il faut le faire beaucoup. Et donc ça s'appelle les super prestataires, et vous avez des médecins qui euthanasient 150, 200, 300, 400 personnes tous les ans. Il faut quand même, je ne suis pas psychiatre, hein, il faut quand même s'interroger sur les conséquences sur l'esprit humain d'un geste qui est fait comme cela, voilà, et qui change tout. Moi, je ne suis jamais allé à l'hôpital en me posant la question, quand je croise un infirmier ou un médecin, est-ce qu'il a déjà euthanasié? Si oui, combien? Jamais. Je suis en pleine confiance. Je ne sais pas comment je vais ressortir, parce que c'est comme ça, on finit de toute façon par mourir, mais ce n'est pas la femme ou l'homme en blanc qui va générer des pensées de ce type. Ben, c'est maintenant un peu différent. Il y a les endroits où cela se fera, peut-être d'ailleurs partout, on ne sait pas encore, et puis il y a les personnes qui accepteront, et je ne sais pas très bien quel pharmacien ou quel médecin ou soignant, etc. Donc c'est un changement radical, ça, de modèle. Et j'ajoute, mais je n'en dis pas plus, si vous le souhaitez, on y reviendra, mais je ne veux pas être trop long là-dessus, j'ajoute que, et c'est pour ça que je ne comprends pas les députés qui votent ce texte, en général, et en particulier les députés de gauche, mais je pourrais dire aussi des députés de droite qui ont voté, mais ils ne sont pas les plus nombreux. C'est un texte qui, objectivement, met fin à l'État-providence. L'État-providence, c'est la solidarité et le soin. Et on a beau nous dire qu'il s'agit d'apaiser la souffrance de ceux qui souffrent d'une maladie incurable, administrer la mort, ça n'est pas apaiser la souffrance. Et j'arrive à discuter, je dis des choses évidentes, hein, mais c'est pour partager notre réflexion. Je discute et je dis, je ne sais pas d'ailleurs, madame, si vous avez l'occasion de parler de ça, c'est déjà une question que je vous poserai pour tout à l'heure, là. C'est, vous souffrez, mais vouloir la mort, c'est échapper à la non-souffrance. Il n'y aura pas de non-souffrance. Vous ne serez pas vivant sans souffrir, vous serez mort. C'est un mensonge. C'est une promesse pour les vivants, qui souffrent de voir souffrir les vivants, et qui sont soulagés, eux. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, on peut le comprendre, mais ce n'est pas la même chose. Parce que si on euthanasie pour que les vivants soient un peu plus à l'aise dans les journées qui suivent, ce n'est pas la même histoire que si on a le soin et le souci de la personne qui se meurt. Au passage, hein, parce qu'on n'y est pas non plus, la plupart des personnes qui assistent à une euthanasie se trouvent dans un état de traumatisme psychique. Là aussi, ce serait très important, si c'est possible, d'avoir votre point de vue scientifique. Moi, ce que je lis sur l'euthanasie, que ce soit le suicide assisté, c'est une euthanasie, hein, le suicide assisté. Hein. La formule est un peu plus littéraire hein, que l'euthanasie, mais c'est la même chose, c'est une substance létale. Hein. Ce que je lis de la part des personnes qui, comme vous, savent cela, ce qui n'est pas mon cas, hein, les euthanasies, l'injection létale ou la pilule qu'on avale, ça ne se passe pas toujours bien. On peut mettre longtemps à mourir, jusqu'à 6 heures avec la pilule qu'on absorbe. On peut souffrir, on peut éprouver des brûlures atroces, on peut ne pas le savoir parce que les muscles ont été inhibés. Enfin bref, il y a tout un processus. Ce n'est pas l'histoire de clac, c'est fini. On ne sait pas ce qui se passe. C'est probablement plutôt efficace dans la globalité, mais il y a beaucoup quand même, il y a des proportions importantes. Si je ne me trompe pas, c'est 33% des morts provoquées par suicide assisté qui ne se passent pas très bien, c'est quand même beaucoup. Hein. Et c'est trop tard pour faire marche arrière, et vous avez ce que vous ne vouliez pas, une souffrance atroce, dans le désespoir de ne pas pouvoir le communiquer, de vous retrouver seul, etc. Tout ceci est complètement écarté pour donner cette idée d'une parfaite maîtrise. En fait, on ne veut pas vivre sa mort. On ne veut pas vivre sa mort. J'avais eu l'idée comme titre du livre, heureusement je n'ai pas fait ça, parce que ce n'était pas très clair, mais je disais, au fond, ils veulent abolir la peine de vivre, en fait. Vous voyez, je vis, je suis mobile, en pleine santé, je vais, je viens, je réussis, et puis je meurs quand je le décide. Je ne connais pas ni le déclin, ni l'âge, ni ce qui ressemble apparemment, ce qui est une forme d'indignité, puisque mourir dans la dignité, c'est l'euthanasie, donc je suppose que tout le reste
la souffrance, la perte de contrôle de soi, l'incontinence, enfin, c'est toutes ces choses qui sont épouvantables et magnifiques quand elles sont associées à l'aide, aux soins, à l'entourage, etc. Cette espèce d'impossibilité pour certaines personnes, mais je comprends ça très bien, je ne ferai jamais autre chose que comprendre ça très bien, évidemment, on l'éprouve tous, cette crainte-là, mais en tout cas je l'éprouve aussi. Mais de dire que ça n'est pas mourir dans la dignité que d'aller jusqu'au bout dans sa vie d'homme, c'est la chose la plus grave, je trouve, que ce débat a installé avec l'euthanasie. C'est une liberté et c'est une forme digne de disparition. C'est atroce d'inverser à ce point. C'est pourquoi la mort est un soin. Au point, comme vous le savez sans doute, que l'euthanasie, dans la proposition de loi, sera remboursée par la sécurité sociale. 300 €. Si la Sécu rembourse, c'est que c'est un soin. Ou alors, il s'est passé quelque chose. La sécurité sociale ne rembourse pas le fait de tuer quelqu'un, donc ça ne peut pas être ça. Ben si, et c'est un soin, voilà, dans le texte. Donc on peut dire, moi, de ce point de vue-là, si vous voulez, où est la cohérence? Et que les députés, surtout de gauche, c'est pas pour pointer la gauche, il y a des députés de gauche qui sont contre. Dominique Potier est un défenseur héroïque de la situation actuelle et s'oppose de manière remarquable, député socialiste, et fondamentale à la proposition de loi. C'est pas le seul, mais je ne veux pas simplifier les choses. Mais enfin, il se trouve que les députés sont principalement du groupe central, Renaissance, moitié Modem, je l'ai dit, moitié Horizon et beaucoup de gauche, pour voter ce texte qui défait la conception que nous avions et sur laquelle nous nous étions mis d'accord de l'État-providence à un moment où nous sommes dans de grandes difficultés pour faire face aux conséquences de l'évolution de notre société et en particulier du vieillissement de la population. Merci. Permettez-moi juste de revenir sur l'éclatement politique qu'on peut constater à l'Assemblée nationale. Au-delà des nuances, des divergences d'appréciation, est-ce que vous ne croyez pas que cette capacité à porter ce projet de loi témoigne d'une société, d'une représentation politique qui veut absolument porter au nu un individualisme aujourd'hui? Que ce soit le summum de l'individualisme que de choisir sa mort, et comme vous le décriviez tout à l'heure, en fait, de rompre avec la communauté et de choisir d'abolir la vie. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est un moment important. C'est le mythe d'un individu qui n'a pas besoin de société, sauf pour mourir. C'est un individualisme radical. Il y a un philosophe qui a parlé, qui est mort maintenant, qui a parlé, pas à ce sujet, mais ça concerne ce type de mentalité, d'égophanie, le triomphe de l'ego, égophanie, qui est une formule que moi je trouve très appropriée. Alors évidemment, quand on l'emploie, bon, elle n'est pas au premier abord limpide, mais elle dit cela, elle le dit très bien. Moi, je ressens ça soit comme une forme de souverainisme individualiste. J'ai du mal à discuter avec les militants de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité parce qu'ils s'énervent vite. Moi, ça m'arrive aussi de perdre mon calme, hein, je n'ai pas de leçon de zénitude à donner. Mais là-dessus, ils s'énervent vite sur le mode « mais enfin, mais c'est ma mort, c'est à moi de la choisir ». Et je dis « mais il faut des soignants qui viennent vous administrer la mort. Vous allez choisir leur vie, là, en faisant ça. C'est plus les mêmes, ensuite, notre système n'est plus le même, enfin, tout ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Mais c'est considéré comme absolument irrecevable de limiter cette demande. Souverainisme individualiste. Je pense aussi parfois à une forme d'hyper-consumérisme.
C'est-à-dire, je veux ça. Et c'est souvent lié, et là aussi, je serais très heureux d'avoir votre expérience et vos réflexions, c'est très lié, me semble-t-il, à la peur de souffrir, peut-être même plus qu'à la souffrance. Une terreur. Alors, la peur de souffrir, on a tous un peu souffert, parfois beaucoup, chacun a ses expériences, mais là, c'est comme l'idée, encore une fois, de passer avec netteté du pas de souffrance à la mort pour ne pas connaître la moindre souffrance. Il y a une femme de 85 ans en Suisse qui a obtenu le suicide assisté parce qu'elle avait peur de devenir laide. Mais ça veut dire que la question de mourir dans la dignité produit ses effets culturels. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui s'installe. Ça veut dire que dans la société dans laquelle nous sommes, dans 5, 10, 15 ans, il y aura une mort sociale qui préfigurera la mort administrée. C'est sûr. D'ailleurs, aux Pays-Bas, ils sont en train maintenant de préparer un projet de loi sur la notion de vie accomplie, c'est-à-dire à partir de 75 ans, vous avez bien vécu tout de même. Écoutez, ça fait 75 ans que vous êtes là, il est tout de même temps de laisser la place. Sauf si vous avez des moyens particuliers pour financer le coût de l'existence que vous avez en plus. C'est ça que ça introduit, évidemment. Ça coûte. On nous dit tout le temps, la dernière année de la vie, c'est la plus coûteuse. Supprimons-la. Il y aura toujours une dernière année. Bon, enfin, c'est une drôle d'idée. Mais évidemment, ce n'est pas surprenant. On pourrait dire la première année aussi doit coûter pas mal quand même, les premiers mois, etc. Cette idée-là, elle introduit nécessairement, à partir du moment où la loi est adoptée, elle introduit nécessairement l'idée de combien ça coûte que tu sois encore en vie. Et toutes les personnes vulnérables, en particulier les personnes en situation de handicap, avec lesquelles cette proposition de loi nous a amené à échanger, en tout cas pour ma part, comme jamais, et ce qui est une des belles choses de cette affaire, toutes ou presque toutes, il y a des exceptions, mais toutes ou presque toutes, disent bien cela, c'est-à-dire le regard sur moi va changer, je le sais. Ils témoignent. Nous, on a fait sur le site de la Fondapol, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, et c'est très bien, il faut le faire beaucoup, on a fait une série d'interviews avec des personnes en situation de handicap et qui ont bien voulu parler de ce qu'elles éprouvent, et c'est ce qu'elles nous disent. C'est ce qu'elles nous disent. Là, maintenant, ça commence. Et d'ailleurs, les données, il y a un pays qui donne des données très précises, c'est le Québec. Pourquoi les gens demandent à mourir? Mais c'est terrible. Les raisons sont d'abord économiques et sociales avant d'être médicales, mais massivement. La solitude, la déprime, la peur de peser sur les siens, sur le pays, en coûte de l'argent, les assurances qui vous disent, écoutez là maintenant, oui on vous maintient en vie, mais c'est une fortune quand même, et ça fait un moment, bon, ça va d'une manière ou d'une autre. La famille, qui le dit d'une manière ou d'une autre, qui peut le dire d'une manière ou d'une autre. On ne croit pas ici que les familles sont toutes très aimantes. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est une des choses très graves que fait cette proposition de loi, qui est d'une façon, je pourrais dire d'ailleurs, assez irresponsable, de confier à des mondes familiaux et médicaux qui seront, eux, consentants, des décisions sur le passage à la mort provoquée. Parce que ça, ce sera à l'abri des regards, ce sera dans les secrets des familles ou dans le secret médical, et la société n'en sera peut-être même pas informée. Donc, vous avez 40% des euthanasies au Canada qui sont à domicile. 50% en Belgique se font à domicile. 80% aux Pays-Bas se font à domicile. Il y a des euthanasies clandestines dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Vous voyez, ça dit quelque chose de la réalité de ce qu'il y a derrière. C'est absolument, la perte de contrôle est immédiate. Il n'y a pas de garantie, il n'y a aucune garantie.
Vous croyez que notre société, précisément, est prête à basculer de cette façon-là? Vous avez souligné que cette question des soins était probablement un non-dit du débat, en tout cas du coût. Est-ce que, si on devait se projeter à la lumière de ce qui se passe à l'étranger, on allait avoir de plus en plus de solutions, de problèmes insolubles comme celui-ci, c'est-à-dire de devoir une vie et de faire un choix économique? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Là, je ne spécule pas. C'est ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie par injection létale et pas simplement par absorption d'une pilule létale. Hein. Donc, il faut savoir que quand il existe les deux, on pourrait réfléchir à l'explication de cette différence. Quand les deux existent, suicide assisté, injection létale, le suicide assisté représente moins de 1% des morts provoquées. C'est-à-dire que, et on a des chiffres, notamment grâce à l'Oregon, on a des chiffres sur l'Oregon ne pratique, c'est les États-Unis, que le suicide assisté, pas l'euthanasie. Et en Oregon, qui a la même population que le Québec, non, la moitié de la population du Québec, pardonnez-moi, à peu près 4 millions, le Québec c'est 8 millions. En Oregon, 0,7% des personnes qui meurent de suicide assisté, hein, et pas 8% comme au Québec. Hein. Vous voyez la différence. Parce qu'évidemment, le suicide assisté, malgré tout, suppose une maîtrise et un discernement dont on peut se passer quand c'est l'injection létale, en particulier dans les cas de démence. Et il se multiplie aujourd'hui, les euthanasies, elles se multiplient pour les cas de démence. Aux Pays-Bas, depuis 2020, les euthanasies pour démence ont été multipliées par 5. Et donc, et on a publié, nous, une note supplémentaire après la sortie du livre d'un Canadien, Trudeau Lemens, qui est un expert pour évaluer post-mortem les conditions dans lesquelles une euthanasie a été pratiquée. Et il a fait une note qui alerte en disant « on ne fait plus grand cas de la volonté de la personne ». Et il y a des exemples, je vous ferai grâce des exemples qui sont maintenant nombreux. Le Canada est en train de réfléchir à une restriction de l'accès à l'euthanasie, tant les choses se dérèglent. Mais il y a des cas où des personnes qui ont explicitement dit « je ne veux plus être euthanasié » l'ont été quand même. Il y a les cas, vous allez voir la mécanique, elle est évidente, hein, où dans les directives anticipées, on dit « je veux être euthanasié si je suis dans telle condition », et quand vous y êtes, en particulier pour les maladies neurodégénératives, dans ces conditions, ben, ce que vous dites peut ne pas avoir de sens au regard de ceux que vous consultez ou qui vous soignent. Oui, mais enfin, vous racontez un peu n'importe quoi, de toute façon, donc ça prouve que ce que vous aviez dit est... le stade que vous aviez indiqué est atteint, donc nous allons y passer, ce sera mardi à 12h30 ou je ne sais quoi. On en est au point, nous dit Trudeau Lemens dans son travail, hein, vous le trouvez sur le site de la Fondapol, hein, c'est gratuit, hein, il explique, il fait des rapports là-dessus, il dit, on en est au point où une personne atteinte d'une forme de démence qui a demandé à être euthanasiée, on décide de l'euthanasier sans savoir si elle est encore dans cet état d'esprit, et comme on ne peut pas lui demander, on lui prend la main, on lui demande de serrer la main d'une pression, dire oui. Mais si moi je suis souffrant, perdu, en train de partir et qu'on me tend la main et que je fais une pression, si ça veut dire oui, je veux qu'on m'euthanasie, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les codes. Hein, parce que pour moi, ça veut aussi bien vouloir dire surtout, reste là et ne me quitte pas. Hein. Donc c'est vous voyez, c'est une légèreté inouïe. C'est quand même très, très impressionnant. Et ce que je dis sur les familles, moi ça m'inquiète parce que les familles, il y a deux phénomènes de paupérisation qu'il faut avoir à l'esprit. L'État est de plus en plus pauvre, et en France en particulier. Il a emprunté de plus en plus, je ne reviens pas là-dessus, nous avons une situation désastreuse. On commence à nous parler beaucoup du coût des retraites. C'est vraiment une introduction à un débat sur encore là à cette heure. Et les familles aussi sont en difficulté. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants.
On cite dans les travaux, parce que moi je parle de ça, mais il y a des médecins qui ont écrit dans ce livre, des spécialistes de gériatrie, des psychiatres, enfin c'est des spécialistes de soins palliatifs, ce sont eux qui en parlent fortement. Hein. Il y a eu donc aux Pays-Bas un exemple qui a été discuté, c'est un couple, 80 ans à peu près, un homme et une femme, qui ont discuté avec leurs enfants, un garçon et une fille, et qui leur ont dit, bon, vous êtes en difficulté, oui, on est en difficulté financière, vous pensez qu'il faut qu'on meure, ben, ça serait mieux, parce que comme ça, on pourrait avoir un peu de beurre dans les épinards. Eh bien d'accord, ils sont morts tous les deux. Ils ont décidé de mourir pour pouvoir léguer le patrimoine à leurs deux enfants par amour pour eux. Et les enfants ont accepté ce cadeau de leurs parents de quitter le monde. Enfin, après, il se passe quoi dans la tête de tous ces gens-là? Enfin, rien ne va dedans. C'est pas vrai que c'est une liberté qui ne nous enlève rien. C'est pas vrai du tout. Avant de passer un temps d'échange avec Blandine Imbert, moi j'ai une dernière question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On est tous un petit peu surpris parfois de voir que chez les partisans de cette proposition sur l'aide à mourir et les lanceurs d'alerte, les deux emploient le terme de dignité ou de mourir dans la dignité. Comment est-ce que vous expliquez qu'on soit arrivé à ce côté irréconciliable? On ne parle pas de la même chose quand on parle de mourir dans la dignité, qu'on soit partisan ou opposant à ce projet de loi. C'est une très bonne question. Je pense... Champ sémantique commun qu'ils ont d'ailleurs. Vous avez raison. Ah, pas tout à fait. Aide à mourir. Vous voyez, soins. Donc ça, c'est... Mais là, je dirais, l'usurpation est plus visible. Hein. C'est une première réponse à votre question, qui est une grande et belle question. Une première réponse à votre question, elle est que j'observe que depuis le départ, les militants de l'euthanasie ont inscrit leur cause dans un registre de bienveillance, de liberté, de maîtrise, d'accomplissement, qui sont les conditions par lesquelles la proposition de loi reçoit un accueil, un bon accueil dans l'opinion. C'est-à-dire, oui. C'est une façon donc du coup de les amadouer, alors que des études de la Fondapol montrent que les Français comprennent pas bien de quoi il s'agit, confondent les termes, alors ne savent peut-être pas à quoi s'attendre en fait. Les Français n'ont pas compris ce qui allait se passer. Et on va le vivre. Et certains trouveront que c'est pas si mal de pouvoir accélérer le départ des aînés qui tardent un peu, etc. Je ne veux pas là-dessus me faire des illusions extrêmes. Il y aura de tout. Hein. Mais ils n'ont pas compris, ça c'est très clair. Il y a une autre chose, qui est que dans l'opinion française, l'idée de dire non à quelqu'un qui vous demande de mourir parce qu'il souffre n'est pas acceptée. C'est en faisant ce genre de questions que la DMD a obtenu des sondages qu'elle exhibe étrangement, qui disent que 92% des Français sont pour. Je ne connais pas un projet pour lequel 92% des Français soient favorables. Alors si c'est sur l'euthanasie, c'est une double découverte. Le premier projet politique qui fasse quasiment l'unanimité en France, c'est l'euthanasie. Franchement, dans un pays où il y a une grande tradition humaniste, une grande tradition religieuse, une importante tradition religieuse maintenant avec l'islam opposé à l'euthanasie, comme tous les monothéismes, et où tout ça, sur ce sujet-là, s'accordait parfaitement, hein, avec un pays, la France, où les soins palliatifs sont, j'espère que c'est encore le cas, mais réputés dans le monde par le savoir, la technicité, le soin qui est apporté à l'accompagnement des mourants. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, hein, qui n'est pas cohérent avec... et on peut expliquer pourquoi. Voilà, je l'explique dans le travail que nous avons fait. C'est une affaire de questions, et c'est pas bien de poser des questions qui non pas induisent à une réponse, mais obligent à une réponse. La question vous demande si vous voulez
vous êtes devant une personne que vous ne connaissez pas, on ne dit pas son sexe, son âge, etc. Il y a une personne qui est victime d'une maladie incurable, qui souffre atrocement, ce sont les mots, hein, et qui sont des mots répétés, et qui vous demande le droit d'être euthanasié. Et vous dites quoi? C'est difficile. Il y a une forme de compassion, de bienveillance à dire, écoutez, elle demande, dans votre exemple, je suis témoin de sa demande, c'est une demande claire, je ne peux pas prendre sa place, je n'ai pas de solution pour qu'elle ne souffre plus, pour qu'elle guérisse. Je me vois mal lui dire, ça fait rien, continue comme ça, mes principes sont intacts. Donc, dans ces conditions, on a une réponse qui est quand même très déterminée. Et si vous offrez le choix, ce que j'ai fait dans mon enquête, soins palliatifs de qualité selon la formule du Conseil d'État, parce que si c'est des soins palliatifs à la hollandaise, autant se partir et aller sur une île, mourir de faim, de soif, parce que c'est vraiment pas joli. Mais des soins palliatifs de qualité ou l'euthanasie, les Français vous disent à 51% soins palliatifs de qualité, à 33% euthanasie. Malheureusement, et 10% vous disent je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, c'est compliqué, laissez-moi réfléchir, c'est ça que ça veut dire. J'ai jamais fait une étude avec autant de 100 réponses. Et je ne connais pas le niveau des 100 réponses des études de la DMD. Il n'est pas mentionné. Moi, je n'ai jamais fait une étude avec 30 questions et en moyenne à peu près 13 à 14% de 100 réponses. Ce qui est légitime, évidemment. Ce qui est légitime, hein. Et donc, les Français ne savent pas bien faire la différence, ils confondent. Et quand on leur a dit, ça a été quand même une affaire aussi, vous l'avez entendu, quand on leur a dit, on a voté à l'unanimité une loi sur les soins palliatifs, comment vous voulez vous y retrouver si après on vous parle d'une aide à mourir, de fin de vie, d'accompagnement, etc., dans la compassion, la fraternité, a dit notre cher président, la fraternité. Donc voilà, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé le principe de fraternité quand on porte assistance à quelqu'un qui est en difficulté. Il s'agissait de l'affaire de ce militant qui avait accueilli des migrants qui passaient illégalement en France et les avait accueillis à son domicile pour les protéger. Et le Conseil constitutionnel, finalement, a cassé une décision qui le sanctionnait par l'introduction d'un principe de fraternité. Et là, on nous parle de fraternité, mais pour provoquer la mort. Donc, comment les Français pourraient comprendre tout ça? On ne sait plus rien. Voilà, donc on a des mots communs, mais ils sont utilisés. Au fond, je vous dirais même que ce que je redoute, c'est que l'usage de mots aussi importants, à ce point distordus, finissent par faire perdre le sens des mots que nous aimons, que nous voulons utiliser, parce qu'au fond, on ne sait plus très bien ce qu'on veut dire nous-mêmes. Et finalement, c'est aussi une façon, par avance, de déculpabiliser ceux qui seraient embêtés à l'idée de voir des êtres chers euthanasiés. On n'est pas si loin d'une conception commune. On diverge un peu sur la technique, mais on n'est pas si loin d'une conception commune qui est d'aider à mourir, d'accompagner, etc., etc. Vous parliez tout à l'heure du sujet qui apparaît le plus consensuel sur les soins palliatifs. La promulgation de cette loi sur l'accès égal aux soins palliatifs en France, et là du coup je me tourne vers Blandine Imbert. Ça y est, ce projet de loi donc du coup a été promulgué. Il promet beaucoup de choses et peut-être avec la concomitance, même si ce sont deux textes distincts, une nouvelle approche de l'éthique du soin que vous pratiquez, que vous connaissez bien. Est-ce que vous croyez que ça va changer beaucoup de choses, ça va améliorer l'accès à ces soins palliatifs? Alors, de fait, sur les soins palliatifs, c'est quand même une victoire qui a été beaucoup travaillée par les soignants qui se sont attachés à prendre la parole pour expliquer ce qu'ils faisaient dans leur métier. Et donc, il y a eu, au fur et à mesure, une forme de caisse de résonance qui a pu se créer, qui fait qu'ils ont pu être entendus et qu'une loi soit votée à 100% et qui fait qu'au consensus, c'est quand même une victoire politique majeure pour les soins palliatifs et une reconnaissance de leur expertise,
une manifestation aussi que les politiques ont compris qu'il était important d'accompagner ceux qui sont en train de vivre leur dernier souffle pour pouvoir vivre leur mort. La question, c'est qu'après, on a un engagement de financement dont l'Assemblée nationale ne peut rien garantir, un gouvernement qui ne peut rien garantir, et une tentative de redéfinition des maisons d'accompagnement qui laisse un flou ou un trouble sur la façon dont, si la deuxième loi passe, elle pourrait être financée. Donc ça, c'est les 2 points de prudence, on est obligé de les considérer, mais on est obligé de voir aussi que les politiques dans leur ensemble ont considéré qu'il était important de voter cette loi, et ça, c'est bénéfique et c'est heureux. La tristesse chez les soignants qui manifestent une très grande inquiétude, et ça, c'est les études que la SFAP s'est engagée à faire au fur et à mesure, c'est de dire qu'au fond, la société n'a pas compris leur métier, et qu'on va leur demander d'appliquer une loi en leur disant que votre métier, il y a dysfonctionnement, mais sans avoir véritablement compris ce qu'était le cœur de leur métier. Et en premier lieu, c'est lié à la souffrance, parce qu'on considère que la fin de vie, les lieux de soins palliatifs, sont de l'ordre des mouroirs, sont liés à la souffrance, et ça ne peut être que ça. Toute visite en soins palliatifs manifeste que ce sont des lieux de vie, et Ricoeur le disait, ce ne sont pas des mourants, ce ne sont pas des moribonds, ce sont des vivants jusqu'à la mort. Et les soins palliatifs sont là pour aider la vie jusqu'au dernier souffle. Sauf que dans la société actuelle, parce que la mort, la souffrance, la douleur, la défiguration ont été finalement sortis du monde social pour être confiés à l'hôpital, n'est plus visible. Et donc quand on y est confronté, parce qu'on n'a plus de rite, parce qu'on n'a plus de rituel, parce qu'on a une difficulté à penser les choses avec l'apport de la culture, on se retrouve seul face à une irruption qui est en fait extrêmement violente. Quelles sont les ressources communes ? Les bénévoles portent cette place des ressources communes. Mais quelles sont nos ressources communes pour penser à la question de la souffrance ? Et on l'a délégué aux soignants. Et je vous laisse réagir du coup sur cette question de la souffrance, parce qu'elle est fondamentale. Une vie sans souffrance est-elle une vie humaine ? Mais est-ce qu'on peut sortir du dolorisme en acceptant la part de joie et de souffrance qui sont inhérentes à toute existence ? Et ça, on n'y a pas répondu dans nos débats. On l'a laissé en suspens parce qu'on s'est dit « c'est trop difficile ». Et donc on a parlé de la mort. Avez-vous le sentiment que les personnes qui sont en soins palliatifs, d'une certaine manière, s'appliquent à consentir à leur fin, s'y préparent, ou bien que sur un autre registre, elles restent, ce qui se comprendrait très bien, naturellement, du début à la fin, épouvantées, avec le sentiment qu'il faut éviter cette pente? Alors c'est une belle question. Je relisais une thèse d'Élodie Donneau qui a travaillé sur la question de qu'est-ce que produit les demandes d'euthanasie chez les soignants. Et donc elle a fait tout un travail qui est récent, donc je vous encourage à aller le lire. Et en fait, elle montre que finalement, il y a peu de demandes d'euthanasie ou de suicide assisté dans les services, et quand elles sont là, il y a toute une littérature scientifique qui s'appelle la littérature sur les souhaits de hâter la mort, et qui manifeste que à chaque fois, il y a une lassitude de vivre potentielle, ou parfois un souhait finalement d'accélérer la mort parce que on n'en peut plus de cette vie telle qu'elle s'offre, ou finalement la volonté extrême suicidaire de la souffrance qui fait qu'on veut absolument en finir et qu'on change d'état en état. Et qu'il y a une ambivalence et qu'à un moment donné, on peut vous dire « Docteur, je vais en finir » et juste après « S'il vous plaît, occupez-vous de ma pièce d'identité ». Ça, c'est Claire Fourcade qui le raconte. Et cette ambivalence-là oblige les soignants à une prudence, à une retenue. C'est-à-dire, on entend ce que vous dites, on le reformule, on écoute la parole, mais on ne s'engage pas dans un agir, on s'engage dans un accompagnement. Et la loi leur permettait actuellement d'avoir cette retenue, cette prudence, qui permet un non-abandon, c'est-à-dire quoi qu'il vous arrive, le politique n'est pas là, mais le soignant reste là. Que, même si c'est difficile, il reste là. Et il fera tout
ce qu'il peut pour soulager ou pour accompagner. Et ça, eh bien, à partir du moment où on a une technique, ben, au fond, comment tenir ce pacte de non-abandon? Et c'est peut-être finalement ce qui est le plus crucial dans la révolution du soin, c'est que ça signifie que entre la maîtrise et l'accompagnement, entre la technique et la volonté de soulager, de rester présent et d'imaginer, de créer, de se renouveler, que se passera-t-il? Et c'est pour ça qu'il y a un appauvrissement de la culture du soin dans la question de l'euthanasie ou du suicide assisté qui passe par une loi, à mon sens, et je pense que c'est ce que vous avez essayé de montrer. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, il y a un phénomène qui est impressionnant, qui est la création d'entités qui sollicitent les personnes pour leur proposer l'euthanasie, qu'elles ne demandent pas. Les médecins le font aussi. Il y a des associations qui placardent, qui font passer des messages publicitaires à la télévision. Et de ce point de vue-là, la DMD a prévu déjà tout un programme de publication, de contacts dans les EHPAD, etc. Ça, je suppose que pour le moment, vous l'avez peut-être déjà vu d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être pas aussi officiellement, mais peut-être que de temps en temps, ici ou là, vous l'avez décelé. Mais comment on peut anticiper cette espèce de... cette intrusion qui va être une sorte de tiers discours entre le mourant qui est vivant, vous avez dit ça parfaitement, et qui, moi j'ai tendance à le penser, veut vivre parce qu'il est vivant, et vous qui l'accompagnez, qui le soignez, qui prenez soin de lui, et puis tout d'un coup cette espèce de sollicitation qui propose d'en finir tout de suite. Alors, de fait, il va se poser la question du droit des usagers et de comment est-ce qu'on fait part de ces nouveaux droits aux usagers, ce qui va signifier une information, enfin, a priori, et la DMD prépare ce travail avec les droits des usagers dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on prépare ce droit. Mais la question pour les soignants est au fond de proposer quelque chose qui est une promesse, qui n'est pas véritablement garantie. La technique est garantie, mais les soignants, eux, n'opposent qu'une promesse. Je ferai tout ce que je peux jusqu'au bout pour imaginer et pour créer, mais ce qui fait que je renonce à une culture du désespoir pour honorer un courage de vivre et pour essayer d'imaginer, pour accompagner toujours au plus près, un pas derrière de ce que vous vivez. C'est difficilement saisissable ou définissable dans un protocole. Alors qu'on a des protocoles d'euthanasie ou de suicide assisté qu'on est obligé de réaliser. Et d'un côté, on a une maîtrise. Je pourrais presque dire que certains soignants disent que c'est une mort propre. Mais c'est presque effrayant d'entendre ça, d'entendre ce côté, voilà, tout rentre dans les cases. Mais je prends cet exemple facilement parce qu'il est vrai qu'on l'a tous partagé. Est-ce qu'on a maîtrisé un jour le fait de tomber amoureux? Est-ce qu'on a maîtrisé un jour le fait d'être joyeux? Est-ce qu'on a maîtrisé un jour les rencontres qu'on faisait? Et en fait, la vie n'a cessé de nous demander de faire des adaptations pour nous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Le problème de la maîtrise, c'est qu'au fond, on reste dans une boîte. Alors, de fait, la boîte peut fonctionner, mais comment est-ce qu'on crée quelque chose? Et le soignant est celui qui crée par excellence. Il n'est pas celui qui ne fait qu'appliquer des protocoles. Et au fond, c'est peut-être ce que la loi parvient le moins à honorer, parce qu'elle est dans une difficulté face à l'accompagnement et face à la technique. Et il est difficile de l'honorer dans un texte juridique, je crois. Le rôle des familles, vous le vivez, bien sûr, le rôle essentiel des familles dans l'accompagnement. Mais les familles sont accompagnées par les soins palliatifs, mais on a deux tensions. Vous avez souligné le fait qu'elles pouvaient, parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux de se tenir auprès de celui qui souffre, même sans le vouloir, au fond, faire percevoir à l'autre qu'il devient un poids. Et à l'inverse, elles sont privées de la possibilité de pouvoir protéger
celui qu'elles aimeraient protéger, puisque le recours est à peine de 48 heures pour les aidants, donc ce qui fait que c'est un recours qui est compliqué à mettre en œuvre. Donc, la place de la famille et des proches, elle est difficile, parce qu'on ne veut pas considérer que la famille va pousser, on ne peut pas considérer que les familles sont idéales, mais on ne veut pas non plus considérer que la famille puisse protéger. J'aurais tendance à dire qu'elle a plutôt été un impensé, parce que c'est une loi qu'on nous dit d'autonomie, de consentement, de liberté. Et ça peut être vrai. Le suicide philosophique des stoïciens, c'était le cas. Sauf que, est-ce que c'est ce que l'on vit et ce que l'on traverse au sein de l'hôpital? Vous le disiez tout à l'heure, dans des états de détresse, de souffrance existentielle, de détresse existentielle, quand l'identité, l'estime de soi est attaquée, que les valeurs s'effondrent, au fond, eh bien, on est en état de crise. Et en état de crise, est-ce qu'on prend une décision libre? Et cette décision, du coup, elle peut manifester une forme d'authenticité avec tout ce que j'ai pu vivre. Mais elle doit pouvoir aussi être explorée, accompagnée pour savoir quelle est véritablement derrière la demande. Si c'est parce que c'est insupportable, est-ce qu'on ne peut pas trouver une nouvelle manière de vivre? Et il y aura des échecs, parce qu'il y a toujours des échecs. Mais il y a des échecs dans un sens, et potentiellement, il y a des échecs dans une loi qui, finalement, au fur et à mesure, élargit ses critères, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et ces exceptions-là, que l'on soit du côté de préserver la loi telle qu'elle s'offre aujourd'hui avec nous, il y a des exceptions qui nous ont été présentées dans les médias, qui manifestent des souffrances qu'on n'arrive pas forcément à soulager. Mais à l'inverse, il y aura des exceptions de souffrances qu'on aurait peut-être pu soulager et qu'on n'arrivera pas, parce qu'on ne pourra plus leur proposer, parce qu'ils seront presque prisonniers d'une demande. Et je ne sais pas si vous avez vu Better of Dead, Si, oui. un documentaire fait par une Anglaise qui est assez extraordinaire, parce que en fait, elle se situe de la part en tant que handicapée sur ce que produit la loi pour elle. Et en fait, à un moment donné, il y a un moment assez extraordinaire où ils sont tous à la fin en train de discuter, où on parle de dignité, où c'est vraiment l'humour anglais. Alors parfois c'est un peu rude, mais voilà, ça fait du bien de l'écouter en même temps. Et, non, mais si quelqu'un doit me torcher le cul et que c'est à ça que se réduit ma dignité, ça va pas du tout, en fait. J'ai bien compris au bout d'un moment que ma dignité, elle allait au-delà de ça. Et qu'on ne pouvait pas réduire ma dignité à ça. Or, la société, le premier exemple qu'elle va donner quand elle va dire qu'elle veut avoir la maîtrise, c'est cet exemple-là. Alors, moi, je n'ai pas fait d'études pour vérifier que c'était le premier exemple qu'elle va donner, mais ce que j'entends, c'est que cette perte de la maîtrise de notre corps, de notre beauté, de notre conscience, donc comme notre capacité à raisonner, ça nous inquiète énormément. Celui qui est malade, qui a parcouru les pertes, qui a pu être accompagné, c'est plus forcément sa demande, parce que le plus souvent, s'il est bien accompagné, il va pouvoir vivre et prendre ce que la vie lui offre à ce moment précis. Et c'est peut-être ça dont on se priverait, au fond. De voir que notre vie, c'est pas... Je prends cet exemple parce qu'on a eu là la chaleur et la question du sport, mais ça ne fonctionne pas comme une application Stavra, c'est-à-dire que je peux avoir un plan avec tout ce que je vais faire pour pouvoir m'entraîner, puis à un moment donné, il va faire trop chaud. Et je vais devoir faire autrement, ou de façon... ou peut-être me forcer, mais du coup peut-être atterrir aux urgences. Et en fait, je ne peux pas maîtriser totalement mon corps, et je ne peux pas totalement maîtriser mes émotions, je ne peux pas totalement maîtriser ma raison, ce qui m'oblige à découvrir une culture de la fragilité. Et je change de versant, du coup j'entre dans la fraternité. Mais une fraternité qui du coup se retient parce qu'elle est juste derrière, mais elle n'est pas force de proposition. Nous, on devient force de proposition, on anticipe quelque chose. Je peux juste insister sur votre référence au documentaire Better of Dead. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous connaissez? Alors, B-E-2-T-E-R, Better, of, O-2-F, Dead, D-E-A-D. C'est Liz Carr qui a fait ce documentaire, L-I-Z pour Lise et C-A-R-R pour Carr. C'est un vrai chef-d'œuvre que je vous recommande de voir et de partager avec les personnes qui réfléchissent à ce sujet.
C'est absolument merveilleux, et puissant, et terrible. Et terrible. Vraiment, je suis même... c'est passé sur BBC One, c'est passé sur aucune chaîne autre, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu ici proposé à la télévision. C'est vraiment tout à fait dommage, c'est un documentaire très réussi, c'est une femme qui est en situation de handicap, qui est une actrice très connue en Angleterre, et qui en effet a un regard d'une intelligence, d'une beauté et un humour inouï. C'est très, très... Moi, j'ai été vraiment saisi par ce documentaire et je trouverais injuste qu'il ne soit pas vu en ce moment. Et je voulais vous interroger sur la représentation que vous pouvez vous faire aujourd'hui, si cette loi était adoptée, du regard qu'on porterait sur les institutions de soins, si on y délivre aussi la mort sous la forme euthanasique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à... Ouais. La seule chose que je sais, c'est que de plus en plus, on entend les craintes de personnes en situation de handicap. On entend aussi les craintes du milieu hospitalier, mais qui maintenant est presque en train de faire une bascule en disant on est à l'hôpital et on appliquera la loi. Donc il va falloir qu'on trouve ensuite une manière de le faire. Et du coup, comment le faire? Enfin, avec des vrais conflits, mais aussi une volonté de dire ben, on n'est pas au-dessus de la loi et on a reçu un mandat pour pratiquer la médecine. Et donc, si la loi nous demande de pratiquer ces gestes, eh bien, c'est notre responsabilité qui nous est confiée par l'État. De la part des soignants, en un sens, de la part des patients, en un sens, je ne sais pas très bien, parce que vous l'avez plus montré, en fait, je ne sais pas très bien ceux qui se sont intéressés à la question, comment est-ce qu'ils vont s'en saisir, comment est-ce qu'ils vont s'en passer, mais se posera la question pour chacun de, au fond, qu'est-ce qu'il attend de moi et jusqu'où je peux lui faire confiance. Quelle que soit la position face à l'euthanasie ou le suicide assisté, il y aura un jeu de passage de main. Vous voulez, vous voulez pas, comment est-ce qu'on fait? Et il y aura un déséquilibre dans et une plus grande difficulté de l'alliance thérapeutique, parce qu'à chaque fois, il faudra travailler en profondeur avec les patients. Un patient peut toujours changer d'avis. Il y a à peu près, si je transforme en chiffres le rapport de la Cour des comptes sur nos défaillances en soins palliatifs, ce qui rejoint d'ailleurs votre remarque à propos tout à l'heure sur on a voté une loi à l'unanimité sur le rattrapage de notre retard en matière de soins palliatifs. Enfin, on ne sait pas si on aura l'argent. C'est là que moi je suis mitigé sur le geste d'adoption unanime d'une telle loi, tout en sachant qu'il n'y a pas l'argent pour rattraper. Il y a à peu près entre 150 000 et 170 000 personnes qui meurent chaque année sans avoir les soins palliatifs auxquels elles auraient dû pouvoir accéder. C'est quand même la mise en relation d'une loi qui légalise l'euthanasie avec une impossibilité. Je suis désolé de le dire, mais mon raisonnement simple me mène à penser que ce chiffre ne fera qu'augmenter, puisque nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps, et que déjà maintenant nous sommes sous-équipés. La moitié, nous dit la Cour des comptes, du pays n'y accède pas, la moitié. Et nous passons à cette loi. Est-ce que, au fond, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment je dirais presque d'insurrection, parce que devant ce genre de texte, parce que ça déclasse totalement les soins palliatifs. Si vous avez une option qui massivement est pratiquée, qui est celle de l'euthanasie, ce qui se passe ailleurs, hein, encore une fois, hein, 100 000 au Canada, c'est beaucoup. Hein. Et donc, voilà, au Québec, quand on fait ça 5 jours sur 7, ça fait des chiffres très très importants pour euthanasier tout le monde. Hein. Donc, il n'y a plus du tout là
Est-ce que c'est ça que l'on peut concevoir comme appliquer une loi, ou est-ce qu'à ce régime d'application, on est très très loin d'une option parmi d'autres que l'on peut tolérer, ou que sais-je, parce qu'il y a quand même ce qu'on peut appeler une massification là, de la mort provoquée. Alors, c'est sûr qu'on peut regretter, en sachant qu'il y a déjà un déficit d'accès aux soins palliatifs, de proposer une loi qui était quand même au départ la demande d'abord garantir l'accès aux soins palliatifs pour ensuite proposer quelque chose d'autre si nécessaire. Et de fait, la première garantie n'existe déjà pas, mais peut-être parce que c'est une loi ingarantissable. En un sens, c'est une loi où on nous dit qu'elle a des cadres stricts. Le pronostic vital, c'est pas un cadre strict, c'est très difficile à qualifier. Donc, si c'est une souffrance qui est liée à ce que je vis moi, c'est pas un cadre très strict non plus, parce que c'est lié à mon expérience subjective, et qui, en face de moi, peut remettre en cause ce que je suis en train de vivre? Au fond, pas grand monde. Enfin, parce que c'est évidemment ce que la personne vit qui fait foi justement pour tenir la relation de soins. Donc comment est-ce qu'on peut s'y opposer? Le cadre strict n'est déjà pas strict, il n'est pas de façon évidente strict. Et du coup, ce type de loi est une logique qui fait qu'on élargit parce qu'on va créer des gens qui n'auraient pas accès de nouveau à ce droit-là. Et puisque c'est un droit liberté, en tout cas qui est mentionné comme tel, moi je ne le crois pas. Mais voilà, j'ai entendu des gens en toute bonne foi le défendre. Eh bien, dans ce cas, il faut l'élargir. Mais cette liberté-là se fait au déficit de ce qu'est le vivant dans son exercice difficile de sa liberté, parce que c'est une tâche d'accomplir et de découvrir sa propre liberté et de petit à petit l'élargir. Et cette tâche s'apprend aussi en traversant les crises. Et aujourd'hui, on voudrait, au fond, se garantir tout ce qui nous permet de nous épanouir, de développer nos pouvoirs très bien, tout ce qui nous fait découvrir l'impuissance, surtout mettons-le de côté. Or, notre vie, elle est d'abord liée à l'impuissance. Et il n'y a pas de droit à la mort, pas plus qu'il n'y a de droit à la vie, pas plus qu'il n'y a de droit à la santé. En revanche, on va travailler dans nos systèmes politiques à un accès juste, positif à la santé, mais la santé, si elle est définie comme l'OMS, comme un état de bien-être psychologique, mental, physique, en fait c'est tellement englobant, on n'est jamais dans un état total de bien-être. On a toujours des lieux de tension, on a un caillou dans la chaussure et on boite, et que ce soit les antiques par le tragique qui nous l'apprenaient, ou finalement aujourd'hui ces questions qui reviennent, manifestent qu'il y a une tension entre fini et infini, qui fait que notre mission, notre tâche en tant qu'homme, c'est d'essayer d'y répondre petit à petit et peut-être se méfier d'une solution trop totale. Sur l'absence de garantie, vous avez bien raison de le signaler. Aucune garantie posée par le législateur dans les pays qui ont légalisé n'a résisté aux pratiques. Et je dois dire que ça ne peut qu'être une conséquence mécanique, puisque dès lors que l'on fait sauter un interdit aussi fondamental que de tuer quelqu'un, y compris quelqu'un qui vous le demande, d'ailleurs ça je ne l'ai pas précisé, mais dans le code pénal français, si vous dites « je l'ai tué mais il me l'a demandé, regardez la lettre, c'est de sa main, c'est signé de sa main, il était bien conscient », vous êtes quand même pénalement responsable, et heureusement. Donc le consentement n'est pas du tout une raison qui vous met à l'abri des responsabilités pénales. Eh bien ce mouvement-là fait absolument tout sauter avec des mécanismes qu'on a bien étudiés. C'est-à-dire que d'abord, il y a des garanties qui empêchent, et ensuite on fait sauter les garanties au nom de la non-discrimination et de l'égalité de l'accès. Donc par exemple, la souffrance physique, pas la souffrance psychique, mais la souffrance psychique, parce que quand les gens nous disent qu'ils souffrent beaucoup, quand même, ce n'est pas possible de considérer que parce que c'est psychique, ça ne vaut pas la souffrance physique. Les personnes qui ont perdu ou qui ont perdu leur capacité cognitive, c'est quelque chose qui maintenant est vraiment devenu une raison d'euthanasie, je l'ai dit, qui est très importante. Les enfants sont euthanasiés
aux Pays-Bas et en Belgique, au début, c'était tout à fait sûr qu'on ne le ferait jamais. Hein, et on le fait. Hein, on le fait. Donc, il n'y a pas une seule... Il y a des tas d'exemples qui sont épouvantables d'ailleurs, hein, tous plus épouvantables les uns que les autres. Hein. Et donc, il y a toute une facilité qui est prise, et c'est encore une fois, c'est une logique, puisque la première butée, celle qui doit tenir, c'est-à-dire la prohibition, a sauté. Et comme tout le reste est adossé à cette prohibition fondamentale, de la retirer, tout s'effondre avec une facilité évidente. Hein. On a fait le plus difficile. Donc ensuite, il s'agit d'étendre. Et toujours, ça rejoint votre question sur votre remarque tout à l'heure sur le vocabulaire, toujours au nom de valeurs positives. L'égalité, la non-discrimination, la fraternité, la bienveillance, le souci de l'autre, c'est toujours à travers ce vocabulaire. Et évidemment, si on nous disait nous débarrasser des gens qui sont là depuis trop longtemps, qui coûtent trop cher, etc., ça susciterait quelques réactions quand même. Hein. Donc il y a quand même cette façon de s'en prendre à la langue elle-même qui caractérise ce débat. Merci Dominique Régnier et Blandine Imbert pour cet échange passionnant. Plusieurs centaines de personnes sont avec nous en ligne. On reçoit des questions et le temps file. Il est l'heure pour vous, chers lecteurs, si vous le souhaitez, de poser des questions à nos invités pour en savoir plus. Je me permets de relayer d'ores et déjà une question en ligne de Catherine Lugaz, qui vous demande, Dominique Régnier, que pensez-vous, attention là on se projette, hein, que pensez-vous de l'association possible IA-euthanasie? Autrement dit, le risque que l'IA soit le mode de sélection des candidats à l'euthanasie en fonction de critères rationnels. La question, c'est une bonne question. Ce qui me paraît, moi, pertinent dans cette question, c'est le lien qui est fait avec la technique. Puisque le passage à l'euthanasie, si jamais la mort provoquée est légalisée, c'est, comme il a été dit d'ailleurs au cours de cet échange, c'est l'idée d'une maîtrise et d'un processus qui devient en quelque sorte idéal dès lors qu'il ne fait plus jouer la volonté plus ou moins forte des uns ou des autres. Je parle de ceux qui réalisent. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi cette affaire, il y a un inventeur et entrepreneur suisse qui avait imaginé une machine, une capsule pour mettre fin à la vie de personnes qui souhaitaient en finir. Ça, c'est dans une forêt, ça s'est très mal passé, la capsule n'a pas fonctionné, il a dû lui-même achever la personne en l'étouffant. Parce que ça ne marchait pas, sa machine, et il a été mis en cause. Finalement, il s'est suicidé. Vous voyez, la machine, c'est ça qui m'a frappé, moi. Je cherche la technique, la procédure, la chose, c'est le cas de le dire, qui permettra de ne faire, au fond, d'épurer complètement le geste. Hein, c'est l'idée de mort propre, hein, c'est ça aussi. Hein. Personne n'est en cause, ce sont des mécanismes. On s'est mis d'accord sur la procédure, on applique la procédure. Et donc ensuite, notre propre responsabilité n'est plus engagée, c'est la machine. Et il faut qu'elle fonctionne correctement, c'est ce que l'on lui demande. Je trouve que la question, moi, je l'associe à ça, et c'est une question que je crois très pertinente. La mécanisation, de toute façon, j'espère qu'on ne trouve pas mon propos excessif, parce que j'ai malheureusement le sentiment que on décrit des choses qui se passent déjà, pour ma part. Quand on arrive dans des pays comme ceux que j'ai cités surtout 4, à 250 000 euthanasies depuis 2016, c'est tout de même clair que nous sommes passés à autre chose. Hein. Et si la France rejoignait ce groupe, les chiffres seraient plus importants encore. Et plus les chiffres sont importants, et ils le sont déjà beaucoup, plus cela crée, dans les générations qui viennent, l'idée que oui, moi aussi, mes grands-parents ont été euthanasiés, moi aussi, un frère est euthanasié, je connais quelqu'un qui, etc. Et même ceux qui vont aller faire médecine. Au Canada, ils s'interrogent là-dessus. Ils ont fait un travail parce qu'il y a des jeunes qui viennent faire médecine parce qu'on peut euthanasier.
et qu'eux, ils sont disposés. Donc il y a une interrogation sur qu'est-ce que ça fait à l'esprit, pas de tous ceux qui viennent, mais de jeunes gens qui viennent, parce qu'on a remarqué qu'ils venaient aussi pour ça. Et donc il y a une interrogation sur les conséquences d'une telle massification. Si dans la salle il y a des questions, n'hésitez pas à vous signaler. J'en reprends une pour l'instant quand même déjà en ligne, et après je te passe le micro à Agnès. Il a été question, en tous les cas, le Conseil constitutionnel est en train d'examiner un RIP, un référendum d'initiative populaire, partagé, pardon, merci. En cas de référendum, d'après vous, est-ce possible? Est-on sûr que nos concitoyens seront opposés à l'aide à mourir avec le travail de fond sur les mentalités des pro-euthanasie? Ça, c'est le commentaire de Mélista. En gros, et ça revient sur les études que vous avez pu mener ou les sondages qui sont menés. Est-ce que les Français savent de quoi il est vraiment question? Est-ce que la terminologie utilisée est la bonne? Quelles questions faudrait-il poser? Est-ce que ce référendum a-t-il des chances, ou en tous les cas un avenir? Alors le Conseil constitutionnel va statuer sur ce projet de référendum d'initiative partagée, l'accepter ou pas. Je dirais que les premiers à être pour, j'espère, c'est la DMD, puisqu'ils nous ont dit que 92% des Français étaient pour. Donc normalement, la crainte d'être désavoué doit être minime. La deuxième chose, c'est que pour une proposition de loi qui, à ce point, bouleverse absolument tout, et avec une majorité législative à l'Assemblée nationale, une opposition répétée du Sénat, c'est-à-dire une absence totale de consensus parlementaire, la moindre des choses, c'est un référendum. Je ne suis pas un adepte du référendum, parce que je trouve qu'on a des représentants, c'est à eux de travailler, mais là, sur un sujet d'une telle gravité, et d'ailleurs au passage, j'ajoute, c'est pas la première fois que je trouve ce que je dis là est vain, c'est trop tard ce que je veux dire là. Mais c'est pas la première fois, peut-être que vous avez le sentiment que les lois adoptées sont d'une telle importance que la majorité de 51 ou 52% ne devrait pas être tolérée. Il faut des majorités qualifiées, il faut définir un niveau de qualification, et il ne faut pas permettre à des députés d'être absents le jour du vote, car il y en a beaucoup. Et c'est une forme... Voilà, je ne dis pas que tout le monde se débrouille pour être absent, mais enfin, un député doit siéger et être absent le jour du vote. Si c'est pour dire qu'on est contre, ben on vote contre. Si c'est pour dire qu'on est pour, mais qu'on n'avait pas le temps, etc., c'est pas bien, on vote pour. Enfin bref, donc là, il y a quand même une participation minimale des députés et une majorité qualifiée. Ça ne servira à rien en l'espèce, mais peut-être pour le futur, ça pourrait nous éclairer. Voilà. Bon, merci. Bon, je suis venu pour vous faire gagner du temps. Je remercie M. Dominique Régnier, que j'ai utilisé pour comprendre la situation, et Mme Blandine également. Bon, pour me présenter, je suis Arnaud Lupinski. J'ai mené beaucoup de combats, et là, c'est un petit peu le combat de la dernière chance. Si vous voulez. Bon. Donc, je suis mathématicien, c'est la question des élections. Je suis épistémologue, c'est la question du jugement. Bon. Et je suis linguiste, c'est le problème que vous posez. Cette loi n'est pas écrite en langue de Molière. Bon. Alors, ce qui manque dans ce débat, et vous avez dit de très bonnes choses, c'est que vous ne posez pas la question essentielle. D'abord, il y a la question de la morale. Il y a la question du droit qui n'est pas posée. Vous acceptez d'être mené à l'abattoir parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament députés. Ensuite, vous avez la question politique, et comme nous sommes sous le sigle d'Aletheia, c'est la question de la vérité, et de l'université catholique, il y a la question aussi théologique. Alors, je me suis obligé à écrire ce livre, ce manifeste, parce que je vois qu'aucune autorité constituée n'a pris position pour dire la vérité. Bon, quelle est la parole de l'Église? Quelle est la parole démocratique? Quelle est la parole de raison? Il n'y en a pas. Alors, je vais vous dire simplement une chose. Il y avait Gandhi quand même qui l'avait dit, il y a des lois justes et des lois injustes. Or, il n'y a pas que la loi des députés. Les députés ne sont pas compétents pour voter cette loi. Et cette loi est inacceptable, et si jamais elle passait, il faudrait tout faire pour la supprimer comme la peine de mort. Je vous fais la démonstration.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'Assemblée nationale? Merci monsieur, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions attendez, dans je la fais salle. gagner du temps. Est-ce que Vous je n'avez pas peux... posé la question. Est-ce que je peux résumer votre question? Est-ce que les arguments aujourd'hui présentés par l'Église catholique sont audibles aujourd'hui dans le débat public, d'après vous, Dominique Il n'y a pas de Régnier? déclaration. Attends, il n'y a pas de déclaration. Les- Actuellement, nous avons pour nous la loi religieuse, la loi démocratique, les droits de l'homme, Merci. la Constitution. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Est-ce que vous voulez répondre sur les arguments de l'Église catholique qui sont peut-être moins audibles aujourd'hui dans ce débat? On a l'impression qu'effectivement, à chaque déclaration de la conférence des évêques de France, c'est pas tellement entendu. En fait, c'est une chose que j'ai découverte dans ce débat. Peut-être que j'aurais dû le savoir avant, mais des personnes avec lesquelles je suis en interaction, quand elles sont opposées à moi, quand elles sont pour cette proposition de loi, me disent on s'en fiche, on n'est pas croyants, nous. Et c'est Nietzsche, Dieu est mort, tout est permis. Et en fait, je n'avais pas pensé, je n'avais pas anticipé qu'on pouvait, dans une société comme la nôtre, comprendre la sécularisation comme tout est permis. Je ne suis pas croyant, donc tout est permis. Il faut faire remarquer que dans le code pénal, ce n'est pas autorisé pour que les gens commencent à se dire « Ah bon, c'est curieux. » Voilà. Et donc, je pense que c'est par rapport à la question que vous posez, monsieur, nous sommes dans une société, elle est plus que sécularisée, c'est une société sécularisée qui ne sait pas ce que veut dire sécularisation. C'est très impressionnant. Avant, nous étions sécularisés et on savait ce que ça voulait dire. Et le stade ultime, je ne le connaissais pas, moi, je ne l'avais pas vu, c'est celui-là. On est sécularisé, j'utilise le mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que de toute façon, moi, je n'ai pas de religion. Vous voyez, donc, je reconnais que pour l'Église, intervenir dans une telle société, c'est pas simple. Oui, certainement, mais voilà, donc là, c'est certain, mais je veux dire, le désarroi de beaucoup de Français, il est lié aussi à ça. Je termine là-dessus, mais c'est un fait, ça, sociologique, culturel, que cette loi est possible aussi parce qu'on ne sait plus très bien à quoi s'accrocher pour penser quelque chose d'aussi complexe et d'aussi intense qu'un tel sujet. Et donc finalement, il y a une sorte de... Même les partis n'ont plus de croyants. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup de croyances partagées, la politique, etc. Il y a des croyants religieux, bien sûr, mais je veux dire, vous voyez, l'espèce de, on pourrait dire, sécularisation, je dirais, généralisée. Et donc, comment on pense aujourd'hui, vers quel paradigme on se tourne, on ne sait pas très bien. Et du coup, ça tombe sur le consumérisme ou l'individualisme souverain. Je ferai ce que je veux et ce sera mon critère. Il nous reste quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Juste devant peut-être. Voilà. Oui, j'ai été infirmière libérale pendant 30 ans. J'ai vu des gens souffrir et mourir très mal. Il y a beaucoup de gens qui meurent encore très mal. Vous nous parlez beaucoup de la peur de la mécanisation, de la souffrance épouvantable pendant les 6 heures qui suivent l'injection de cette capsule. Moi, je pense qu'il y a tout de même un accompagnement. J'espère qu'on ne va pas avoir cette image en tête tous en sortant d'ici. Je pense que la sédation profonde est toujours autorisée en France, c'est la loi Leonetti, et je ne vois pas pourquoi on laisserait souffrir pendant des heures quelqu'un qui a demandé à mourir parce qu'il n'en peut plus de quelque chose. Ce que je voudrais vous signaler simplement, c'est que vous n'avez absolument pas abordé les conditions strictes dans lesquelles ce suicide assisté ou cette aide à mourir serait évalué, c'est-à-dire la demande libre, éclairée et répétée du patient, l'évaluation par une équipe pluridisciplinaire, le délai de réflexion qui est minimum 15 jours, beaucoup trop long quand on a une maladie de Crohn épouvantable,
et un contrôle a posteriori par une commission. Je suis très surprise que ce soit totalement absent de votre parti pris. Ah ouais, je suis désolé, madame, j'ai eu du mal à m'expliquer. Je n'ai pas, quand j'ai parlé des euthanasies qui tournent mal, c'est pas moi qui vous dis ça, hein, c'est un texte écrit par une association de pharmaciens qui nous disent que dans 33% des cas pour le suicide assisté, la mort est très lente et très douloureuse. Vous imaginez bien que je n'ai pas moi-même autorité pour dire cela. Et que même l'injection létale provoque, par des mécanismes chimiques que vous connaissez mieux que moi, une inhibition des réflexes et des muscles qui fait que l'individu qui souffre des brûlures que les produits... Non, attendez, madame, je vous réponds là. Je vous réponds. Mais, madame, je vous ai dit ça, c'est tout. Je n'ai pas dit autre chose. La loi Claeys-Leonetti, c'est une loi qui accompagne les mourants. Ce n'est pas une loi qui fait mourir. C'est une loi qui évite les souffrances. Ce n'est pas une loi qui fait mourir. Attendez, là, madame, c'est vous, madame, qui n'êtes pas de bonne foi. Madame, s'il vous plaît. Madame, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? C'est vous qui n'êtes pas de bonne foi, parce que vous me parlez du suicide assisté, de l'euthanasie ou des soins palliatifs. C'est les soins palliatifs. Vous ne passez pas d'un lit en euthanasie ou suicide assisté à un lit en soins palliatifs en 1 heure et ça va mieux. C'est pas vrai. C'est vous qui êtes infirmière, c'est pas moi. Mais ça, c'est pas vrai. Voilà. Ensuite, madame, en ce qui concerne les contrôles stricts, je vous l'ai dit, et vous ne pouvez pas douter de cela, parce que c'est factuel, et en vous renseignant, vous allez le savoir très vite, il n'y a pas un seul pays qui a tenu les contrôles stricts, pas un seul. Et en France, on en est même aujourd'hui à permettre à des adultes qui sont des majeurs protégés à demander l'euthanasie et le suicide assisté. Donc c'est quand même spectaculaire comme précaution, absence de précaution. Peut-on dire qu'on a le discernement, puisque vous êtes un majeur protégé? Comment dire à la fois vous êtes majeur protégé, c'est la loi, c'est le droit qui le décide, ce sont les tribunaux, et vous pouvez décider d'être euthanasié ou de vous suicider. C'est quand même contradictoire. J'ai une question beaucoup plus simple. Je voudrais savoir si les médecins sont majoritairement aujourd'hui contre ou pour l'euthanasie, et la tendance qu'ils ont à soit l'être plutôt pour ou soit à l'être plutôt contre, parce qu'on a bien vu que le nombre de députés avait quand même diminué en faveur de l'euthanasie, et donc les médecins, vous qui êtes un peu dans les hôpitaux, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Et une autre question, c'est pourquoi, alors ça irait contre l'intervention de madame, pourquoi ose-t-on proposer un délit d'entrave pour les gens qui proposeraient de ne pas se faire euthanasier? Ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut autoriser ça dans une loi. En fait, pour les soignants, déjà, il y a des différences selon les spécialités. Donc, majoritairement, ceux qui sont très confrontés à la mort, gériatrie, oncologie, soins palliatifs, aimeraient bien qu'on ne leur délègue pas l'application de la loi et portent l'attention de se dire « c'est nous qui saurions le mieux le faire parce qu'il y aurait une évaluation et il y aurait du coup un accompagnement qui serait proposé ». Donc ils ne savent pas, et c'est un vrai cas de conscience, et c'est vrai, de dire si on n'y va pas, qui le fait? Si on y va, qu'est-ce qu'on sacrifie de notre pratique? Et après, comment est-ce qu'on s'articule dans les services pour savoir qui le fait pas, comment est-ce qu'on s'organise? Mais pour beaucoup, ils ont été d'abord vraiment dans l'écrasement, ensuite dans le fait quelles sont les valeurs qui nous portent, et puis maintenant de dire mais on est l'hôpital et on est une mission publique. Est-ce qu'on peut être au-dessus de la loi? Et cette question-là, il va falloir qu'elle soit réfléchie avec eux pour les aider à avancer.
Sur le délit d'entrave, Dominique Régnier, peut-être que vous voulez revenir sur des amendements que pourrait apporter le gouvernement? Oui, parce que sur le délit d'entrave, le gouvernement vient de mettre en proposition de supprimer le délit d'entrave et le délit d'incitation. Alors il faudrait faire attention, hein, parce que c'est de la politique. Hein. Et donc on ne peut jamais se réjouir spontanément. Hein. La suppression du délit d'entrave est une bonne nouvelle, mais si vous supprimez le délit d'incitation, vous permettez aux associations de militer pour l'euthanasie, ce que ne permettait pas dans la version antérieure le délit d'incitation, qui ramenait en fait au code pénal. Hein. Et donc je me demande si la suppression du délit d'entrave n'est pas faite pour permettre les campagnes d'incitation ou d'information, comme on peut le dire comme ça sera présenté comme une campagne d'information, permettant de dire à des personnes qui arrivent en fin de vie ou qui sont très vulnérables, très faibles, très malades, vous savez que vous pourriez penser à l'euthanasie. Là aussi, dans les pays qui pratiquent l'euthanasie, que j'ai cités, vous avez des personnes qui vous disent que presque tous les matins, un médecin vient leur dire, vous savez quand même, il y a aussi l'euthanasie. C'est un vrai problème, cette espèce de suggestion permanente d'en finir avec la vie quand vous essayez de vous accrocher. Peut-être une dernière question avant de nous quitter au milieu de la salle. Je me posais la question, peut-être pour repartir avec un moral un peu meilleur, de savoir si on peut imaginer les scénarios où la situation se retournerait, peut-être à long terme, mais où les gens seraient lassés des conséquences de cette loi. En tout cas, vous avez raison, c'est une note d'espoir. Si jamais la loi est adoptée, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, comme vous l'avez vu, beaucoup de projets importants ont été reportés sur des sujets comme par exemple la réforme des retraites, reportés après la présidentielle, pas celui-là. Et moi j'aurais tendance à penser que si la loi est adoptée, ce sera très difficile de revenir en arrière, y compris parce qu'il y aura, je le dis comme cela, parce que je pense qu'il faut le dire si on le pense, mais il y aura dans la société française une sorte d'accoutumance à une forme de commodité sur laquelle il sera difficile de revenir. C'était une chose que de retirer à l'État son pouvoir de donner la mort, c'est peut-être plus difficile de retirer à la puissance publique son pouvoir d'administrer la mort dès lors qu'elle l'a ainsi disséminé entre les familles et du personnel soignant qui y serait favorable. Merci Dominique Régnier pour votre intervention. Merci Blandine Imbert pour votre intervention. Merci à vous, chers lecteurs, d'être présents, de nous avoir suivis en ligne. Dans les prochaines semaines, ce qui est certain, c'est que la mise en application de cette loi sur les soins palliatifs et celle tant redoutée sur la fin de vie demandera peut-être de la formation pour des soignants. Ça tombe bien, à l'ICP, je crois qu'à l'école de santé, on cherche des étudiants susceptibles de se former à ces questions délicates. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants. Rendez-vous très bientôt sur aletheia.org. Rendez-vous également avec notre trimestriel Aletheia, dont le numéro d'été sortira dans quelques jours et sera consacré aux vacances. Et puis rendez-vous pour de prochaines rencontres dès la rentrée. Merci à vous tous et très bonne fin de journée.